On va continuer maintenant avec notre dernière présentation. Ça va se passer en français avec Audrey Lapierre et Chloé Levasseur qui viennent de Function, qui est une agence hyper primée de visualisation de données à Montréal. Donc, Audrey Lapierre est la directrice de la création. Elle dirige l'équipe créative de Function. Puis on a aussi Chloé Levasseur, qui est designer UX. Elles vont nous parler de ce que le UX apporte à la data et comment, à l'inverse, la data visualisation enrichit l'expérience utilisateur. On les reçoit. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Function? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas lever la main, s'il vous plaît? J'en vois un peu, qui ne veulent pas lever la main. Parmi ceux qui veulent lever la main, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Function? C'est un de nos plus gros studios à Montréal. Je vais juste les mettre un peu en contexte. En ce moment, vous êtes dans une exposition à Paris, entre autres? Oui. Oui, voilà. Donc, une partie de leur matériel, leur output est en exposition. Peut-être que, d'ailleurs, au début, vous pourriez nous expliquer un peu comment ça a été choisi, c'est quoi le contexte de l'exposition. Mais ça fait quoi, 7 ans, 8 ans que vous existez? Oui, en fait, depuis 2008. Je ne saurais pas gricher. Et voilà. Depuis 2008, en fait. Merci. Tu ne saurais pas parler. T'as-tu un micro? OK. OK. Merci pour l'introduction. Oui, en fait, comme Francis disait, all right. OK. C'est ça. Function Studio en design d'information qu'on a fondé en 2008. On est spécialisé, design d'information, mais on travaille surtout avec des compagnies internationales comme Deloitte, Google, Nations Unies, la Banque mondiale, pour mettre en valeur leurs données. On est surtout connu pour nos projets de storytelling, mais on travaille aussi sur des mandats de consultation en interface utilisateur. Ça ne se retrouve pas dans notre portfolio parce que c'est protégé par des ententes de confidentialité. Donc, Vis Montréal nous a demandé quelle est la relation entre l'expérience usagée et la visualisation de données. Mais à la base, c'était deux disciplines qui étaient complètement distinctes. Il n'y avait pas trop de chevauchement entre les deux. Certains se rappelleront qu'avant 2014, c'était l'époque de l'explosion de la créativité en visualisation de données. On expérimentait, on se permettait de faire des pièces qui étaient absolument pas, qui respectaient pas les lois du UX. Il n'y avait aucun labeling de données, on avait un design visuel pauvre et puis on faisait des interfaces qui respectaient aucun standard d'interface. Donc on pourrait un peu comparer ça à l'explosion graphique des années 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez le magazine Raygun qui en fait était plus focusé sur le style que la lisibilité. On pouvait par exemple avoir un article écrit en dingbat. Fait que tout le monde était bien excité. En 2014, la communauté DataVis a commencé à se poser la question si, avec l'arrivée de Détroit, de nouveaux outils de visualisation de données qui permettaient de faire des graphiques beaucoup plus rapidement, est-ce que ça n'allait pas tuer l'industrie? Est-ce qu'il y avait encore de la place pour l'amélioration? Et puis, Rachel Binks, en fait, elle avait donné une conférence à Visualized où elle dénonçait les mauvaises pratiques UX de la communauté DataVis. Rachel, en fait, elle est Data Visualization Engineer chez Netflix maintenant. Donc, c'est un peu à partir de ce moment-là que la communauté elle a commencé à plus réfléchir à l'expérience utilisateur et comment l'intégrer dans les visualisations de données pour en faire de meilleurs outils de communication. Ouais. Donc, c'est vrai, maintenant, l'expérience utilisateur a une plus grande place en visualisation de données, mais plus concrètement, c'est quoi son impact? Merci. Il y a un petit délai. Ouais. Donc, premièrement, réfléchir à la visualisation de données en termes d'expérience utilisateur, ce que ça fait, c'est que ça nous fait penser à l'utilisateur. Tout dépendamment de son âge ou de son expertise, ça va avoir un grand impact sur l'expérience finale.
Juste pour vous donner un petit exemple d'un problème qu'on a eu avec ça, on a travaillé récemment sur un projet dans lequel le client il voulait avoir un nuage de points. Quelque chose qui lui permettrait d'explorer puis de naviguer à travers son corpus de texte. Il n'y avait pas vraiment de cible précise pour le projet. Nuage de points. Donc voici la première version du projet qu'on a eu. On retrouve un nuage de points, des stories dans ce cas-ci, qui sont groupés selon différentes catégories ou différents mots-clés. À ce moment-là, dans le projet, on a appris que les utilisateurs, finalement, étaient dans une tranche d'âge un peu plus âgée et ils n'étaient pas à l'aise avec la technologie. 60 ans et plus. C'est ça. Dans l'interface, ils se sentaient perdus puis ils ne savaient pas comment naviguer ou explorer de manière efficace. Donc, pour rejoindre ces utilisateurs-là et améliorer leur expérience interactive, on a dû revoir certaines composantes de l'interface. Donc, premièrement, on s'est assuré que l'intro était complète et explicative et qu'elle préparait bien l'utilisateur à explorer la visu. Ensuite, question d'accessibilité, on s'est assuré que les points étaient assez gros pour que ça soit plus facilement cliquable. Et on a décidé d'ajouter à l'écran principal la liste des stories. En plus d'offrir une nouvelle manière de naviguer dans l'interface, les stories, cette vue-là nous a permis en fait de les rendre beaucoup plus visibles et beaucoup plus accessibles pour tous les utilisateurs. Oui, merci. Penser à l'expérience utilisateur nous pousse aussi à simplifier l'information pour la rendre plus digestible. En effet, un des pièges de la visualisation, c'est d'essayer de tout montrer. Pourtant, les données inutiles, ça crée un bruit visuel et ça rend la visualisation moins lisible. L'utilisateur a de la difficulté à diriger son attention, puis il ne sait pas qu'est-ce qui est le plus pertinent ou pas. Par exemple, ici, c'est une visualisation qui montre les révisions qui ont été portées à un wiki. C'est assez complexe, puis même en passant plus de temps dessus, on ne comprend toujours pas qu'est-ce qui se passe. Par contraste, ici, c'est une visualisation de Moritz Stefaner qui montre la controverse sur les discussions de suppression d'un article de Wikipédia. Et on voit qu'il y a vraiment eu un effort pour éliminer les informations qui étaient en trop et seulement garder ce qui pouvait être compris finalement. Pour savoir en fait si la visu est assez simplifiée, on devrait tout le temps se poser quelques questions. Premièrement, est-ce que ma visu est utile et est-ce qu'elle répond à mes objectifs de départ? Est-ce qu'elle est lisible? Ça, c'est très important. Et est-ce qu'elle est adaptée au niveau de connaissance de mes utilisateurs? Une fois qu'on a réglé ça, on devrait également s'assurer que la visualisation elle est honnête et elle est fidèle aux données. Un des premiers problèmes UX qu'on a eu à résoudre, ça a été la navigation et l'orientation des utilisateurs dans un tree graph. Par exemple, ça c'est une application que je vais montrer très rapidement, sur laquelle on avait travaillé, qui utilisait un tree map pour naviguer à l'intérieur de la hiérarchie des départements de la Ville de Montréal et qui permettait de visualiser les contrats octroyés. Un des problèmes qu'on avait, c'était que c'était très difficile de comprendre quand on cliquait, la sélection, elle effectuait un nouveau filtrage. Aussi, l'utilisateur, il était un peu perdu dans cette hiérarchie-là. Donc, une des façons qu'on a eues pour régler le problème, c'est l'utilisation des breadcrumbs. Donc, si on visionnait un domaine d'activité et qu'on sélectionnait infrastructure, la sélection remplaçait domaine d'activité et on passait, le prochain niveau apparaissait. Ça, c'est la première itération qu'on avait faite sur un projet où on voyait tous les projets financés par le National Geographic depuis 1890 par catégorie et sous-catégorie. Et c'était un graphe qui était finalement assez complexe et les utilisateurs ne savaient pas par où commencer, puis ils se sentaient perdus en l'utilisant. Un des problèmes qu'on avait, c'était qu'on montrait trop d'éléments à la fois. Donc, on a beaucoup perfectionné l'interaction et on a éliminé les branches qui ne se trouvaient pas directement en dessous de la catégorie où est-ce qu'on était. La ligne jaune, c'est une sorte de breadcrumb visuel où est-ce que ça aide à l'utilisateur à savoir où est-ce qu'il se trouve et aussi comment retourner en arrière. On a aussi ajouté un bouton back.
Donc, toujours en essayant de réduire le niveau de complexité non nécessaire d'une visualisation, il est possible d'améliorer l'expérience utilisateur en intégrant des stratégies pour encadrer ou guider l'exploration. Dans ce projet-ci, par exemple, qu'on a réalisé, l'expérience narrative invitait les utilisateurs à explorer des données sur l'éducation en Afrique des filles. On a utilisé comme stratégie, en fait, c'est au lieu de montrer toutes les données d'un premier coup, puis de leur donner toutes les options pour filtrer, on a prédéfini certains filtres à l'avance en fonction du contexte. Par exemple, ici, c'est la région. Ce que ça a eu pour effet, c'est que ça a guidé l'explorateur dans son exploration sans toutefois éliminer la possibilité d'explorer le reste des données. Voici un autre exemple ici du New York Times. On peut voir qu'au fil de l'article, ils mettent en évidence seulement les données et les thèmes qui sont pertinents. Encore une fois, ça guide l'utilisateur et ça permet aussi de simplifier la visu tout en gardant une vue d'ensemble. Évidemment, de nos jours, les clients exigent des expériences qui fonctionnent aussi sur le mobile. Et un autre piège à éviter, c'est d'essayer de bourrer l'interface mobile avec toutes les fonctionnalités du desktop. Une meilleure approche, en fait, c'est de réduire à l'essentiel l'information qui est présentée. Les small multiples aussi, ça peut vous sauver la peau. On peut aussi utiliser à notre avantage les fonctionnalités des appareils mobiles comme les interactions, pincer pour agrandir, swiper, taper ou la géolocalisation. À gauche, on a une visualisation version desktop et à droite, c'est la version mobile qui offre beaucoup moins d'options de filtrage et qui s'est focusée seulement sur les informations importantes. Donc, au fil des années, on a travaillé sur beaucoup d'interfaces et on a découvert que la visualisation, elle pouvait à son tour bonifier l'expérience utilisateur. Alors, comment est-ce que la visu peut enrichir l'expérience utilisateur? Bien, en rendant l'interface plus visuelle, évidemment, mais il y a d'autres façons. C'est un principe bien connu. Plus l'effort nécessaire à effectuer une tâche est grand, plus le temps requis et le risque d'erreur augmente. La visualisation a la capacité de réduire cet effort-là et d'aider l'utilisateur à effectuer la tâche plus rapidement. Par exemple, sur le site de Kayak, lorsque l'utilisateur fait une recherche des vols et qu'il filtre par heure de départ et d'arrivée, une visualisation va indiquer le prix le plus bas en temps réel, ce qui va permettre à l'utilisateur de trouver le vol le plus adapté sans faire de multiples recherches. L'application Transit utilise également très bien la visualisation pour minimiser l'effort, dans ce cas-ci pour trouver l'itinéraire optimal. On peut voir l'exemple de gauche que Google Maps fait déjà bien le travail. On a une visualisation du trajet et on a la comparaison des divers modes de transport. Par contre, si on regarde dans l'exemple de droite qui est Transit, on peut voir que la manière de visualiser l'information est beaucoup plus optimale. Sur un même écran, on a un aperçu visuel de tous les trajets possibles, mais pour tous les modes de transport combinés. Donc, on se rappelle un peu plus tôt, je disais que le UX encadrait et guidait l'utilisateur dans son exploration. À l'inverse, la visu, elle a le potentiel, en fait, d'enrichir l'expérience et d'encourager l'exploration. On a récemment travaillé sur un projet où l'interface principale servait à montrer des résultats de recherche pour enrichir l'expérience puis offrir une manière alternative d'explorer les résultats. On a décidé d'intégrer des visualisations à même la page. Pour s'assurer que nos visus étaient tout le temps adéquates et pertinentes, on les a adaptées au contexte de recherche. Pour une recherche de documents, par exemple, il est possible d'explorer les thèmes par sujet dans un tree map. Et si on va dans une recherche de projet, la map était beaucoup plus utile. Une autre façon d'améliorer l'expérience, c'est de démontrer la compétence pour que l'utilisateur soit prêt à prendre des risques et on cherche à éliminer les surprises. Par exemple, ça c'est un exemple pour le e-commerce, le site de Simons, le consommateur il va avoir beaucoup moins peur en fait de donner sa carte de crédit s'il a la conviction que le produit en fin de compte va lui faire. Donc, Simons calcule la grandeur qui a le plus de chances de lui convenir, basée sur les achats et les retours des gens qui ont la même taille.
L'ajout de visualisation dans une interface a aussi le potentiel de ravir les utilisateurs. C'est un point qui est relativement important parce que si on combine la notion de plaisir avec une interface ou une expérience qui est déjà fonctionnelle, utile et fiable, on a de fortes chances de satisfaire notre utilisateur, c'est ça qu'on veut au bout du compte. Généralement, quand on pense au principe de delight en UX, c'est surtout aux interactions avec des boutons, aux transitions, aux animations qu'on pense. Par contre, la visu peut aussi avoir cet effet-là parfois. Sur le site, sur Google Maps par exemple, quand on fait une recherche pour un lieu, on a les heures d'affluence pour n'importe quel moment de la journée. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est aussi possible d'avoir l'achalandage en temps réel. C'est vraiment une valeur ajoutée à l'application, puis ça donne un peu à l'utilisateur l'impression d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Tu sais toujours un petit peu plus. Un autre exemple qu'on a trouvé aussi, c'est l'application Strava. On a découvert que les utilisateurs ont tellement de plaisir à utiliser l'application et à cartographier leurs déplacements et leurs entraînements qu'ils ont commencé à modifier leur trajet pour tracer des dessins. C'est très décent. Il y a beaucoup des exemples qui étaient un peu trop créatifs. Pas mon drame. C'est ça, premier degré un peu. En terminant, on pense que c'est la visualisation qui va pousser l'évolution de l'interface utilisateur. Le web nous donne beaucoup de flexibilité sur les briques de base qui composent nos interfaces graphiques. Jusqu'ici, la visualisation de données, c'était un peu considéré comme une illustration, comme un graphique inséré dans un texte. Mais elle donne plutôt naissance à de nouveaux types de composantes qui permettent de manipuler cette nouvelle matière première qu'est la donnée. Les interfaces ont permis la saisie et la navigation de jeux de données primitifs, mais maintenant, c'est au tour des données de rendre l'appareil et de faire évoluer l'interface. C'est tout. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour Audrey et Chloé? Combien de ces leçons-là viennent de votre formation et combien viennent vraiment de l'expérience de travailler avec le client, l'usager? Bien, dans mon cas, moi j'ai été formée en print, fait que je dirais que ça vient vraiment beaucoup de l'expérience de travailler avec les clients sur tous les projets qu'on a fait depuis 2008. Chloé? Je dirais que dans mon cas, en fait, c'est un peu une combinaison des deux parce que j'ai étudié en design graphique et en UX à l'école, donc je pense que ça m'a appris la structure et les bases. Le processus. Exactement le processus, mais on n'apprend pas vraiment la visualisation de données. Fait que je pense que ça s'est vraiment fait avec l'expérience. Oui, avec le coaching. C'est ça. Oui? C'est quoi votre processus à peu près? Comme quand votre client vient me voir, comment vous fonctionnez ensemble? Comment vous faites pour dire c'est quoi les étapes que vous faites? OK. Ben en fait, ça ressemble un peu au processus que tu avais montré, parce qu'il s'applique aussi au design comme au projet interactif. Je dirais que c'est ça, on a toujours une phase qui est l'analyse, la recherche, aussi les requirements d'un projet. Parfois, ça va être plus des objectifs de communication, des fois, ça va être vraiment plus comme du côté de l'application, les requirements techniques utilisateurs. Après ça, on a la phase conceptuelle où est-ce qu'on commence à chercher, à dessiner, comme tu disais, le framework. Donc, on y va avec les grandes lignes. Après ça, on fait souvent un prototype, soit sur les wireframes, soit un prototype interactif avec InVision. C'est plus difficile avec la visualisation de données, évidemment. Ouais. Puis après ça, c'est les wireframes, le prototype, le développement. Et puis, c'est ça, il s'insère en fait du user testing habituellement, c'est ça, avec les wireframes. Quand on a le prototype codé, on peut aussi faire des itérations, mettons en mode agile, là, pour tester, changer les interactions, c'est ça. C'est une difficulté qui est plus, sinon c'est quand tu es en wireframe, à l'étape de wireframe, tu commences à sketcher, puis tu te dis, ce serait beau, ce serait parfait. Puis après ça, tu réalises, mais si je mets le data là-dedans, ça peut être dégueulasse. Parce que le vrai data à la fin. Ouais, c'est ça. Ça, il y a comme le développeur, c'est ton meilleur ami. Fait que c'est sûr qu'il y a comme un peu un travail qui se fait en parallèle. Quand on fait la phase de sketching, de concept du côté du design,
Les développeurs vont nous aider aussi à explorer puis à faire des tests. Donc, nos Quick Assumptions, ils peuvent être testés aux côtés du code juste pour voir si, OK, ça match dans comment qu'on veut l'illustrer. Une dernière question. Des fois, comme concepteur de visualisation, c'est trop tentant d'aller vers une direction puis de se fier à l'intuition. Comment vous vous assurez que les choix que vous avez faits de la représentation correspondent aux besoins de l'usager? Est-ce que vous faites toujours des tests usagers? Bien, pas toujours en fait, parce que nos projets, souvent, on a 2 mois pour le faire. Donc, s'il fallait qu'on inclue des phases de refaire, ça serait probablement pas possible. Donc, ça va peut-être se faire plus tard quand on va refaire, mettons, revisiter un projet, par exemple, ou quand on a plus le temps, là, ben là, on va le factoriser dans la phase de wireframes. Mais en général, on a de très bonnes intuitions, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là.